Bonjour à toutes et tous, bonjour à toutes celles et tous ceux qui nous rejoignent ce matin à distance pour ce direct de Sainte-Marthe. Moi, donc, ma charge ce matin, donc, sous le masque, c'est Geneviève Fontaine. Je vais commencer par essayer de restituer, enfin ça va être très compliqué, mais enfin de faire une remise dans le bain en fait, par rapport aux discussions qui ont eu lieu hier, et en particulier hier après-midi lors de l'atelier. Donc hier matin, si vous êtes là, c'est certainement, ceux qui sont présents c'est sûr, ceux qui sont à distance peut-être, c'est que vous avez suivi aussi le direct d'hier matin de présentation des obligations réelles environnementales et du cadre légal, avec les interventions de Gilles Martin et de Magali Serbe, pour essayer de nous mettre à niveau tous, je dirais, dans une connaissance partagée de ce que sont les obligations réelles environnementales. Déjà, dès le matin, des questions se sont exprimées, plutôt des questions de compréhension et de précision du mode de fonctionnement. Et hier après-midi, on a eu donc un atelier qui était donc, à la fois en présentiel et en distanciel avec un plus petit nombre de personnes. Et on a réfléchi sur plusieurs axes. D'abord, on a réfléchi sur les usages possibles et quels sont les schémas d'organisation potentielle ou possible d'une obligation réelle environnementale. On a beaucoup échangé sur les différents types de tiers dans ce contrat, dans ce type de contrat, leur rôle, comment ils pouvaient éventuellement exercer un contrôle. On a beaucoup aussi alors, exercer un contrôle, mais aussi participer à la mise en œuvre, être tiers garant, etc., tiers de confiance. Donc on a beaucoup réfléchi autour des tiers. En fait, toute la question qu'on se posait, c'était comment on pouvait augmenter le potentiel ou faire vraiment mettre en œuvre le potentiel transformatif des obligations réelles environnementales. Et donc là, il y a pas mal de choses qui sont sorties. En même temps, on essayait de repérer aussi les limites actuelles du dispositif et on a aussi repéré des outils complémentaires parce qu'on est arrivé sur l'idée que les obligations réelles environnementales, enfin Gilles l'avait dit dès le début, Gilles Martin nous l'avait dit dès le début, c'est un outil parmi d'autres dans une boîte à outils. Ici sur la protection de l'environnement et de la biodiversité. Mais le sujet qu'on se pose plus largement dans ce séminaire, c'est est-ce que cet outil juridique peut servir aussi pour d'autres finalités ou pour d'autres types d'activités que celle de la protection telle qu'on l'entend aujourd'hui en France de l'environnement et de la biodiversité. Alors, qu'est-ce qui est sorti? Déjà, le fait qu'il y avait un défaut d'acculturation, c'est un dispositif juridique qui est peu connu, et qu'en même temps, quand il est connu, il est, pour l'instant, souvent détourné, ou en tout cas utilisé plutôt dans une logique de compensation. Alors même si la compensation ne va pas rentrer dans le débat ici, voilà, c'est quelque chose qui est rendu possible par la loi, on ne va pas réfléchir ici au côté éthique ou non de la compensation. Voilà, et que donc du coup, finalement, l'utilisation des obligations réelles environnementales dans une logique transformative, dans une logique positive et pas en compensation, est insuffisamment connue et mobilisée par les différents acteurs qui pourraient le mobiliser sur le terrain. Qu'il y avait aussi un défaut, ou en tout cas un manque de suivi et d'études, puisque l'État, normalement dans la loi, devait faire un rapport 2 ans après la mise à disposition, enfin la mise en œuvre de la loi. Donc en 2018, un rapport aurait dû sortir et il n'est toujours pas sorti. Et il devait préciser les avantages fiscaux liés éventuellement aux obligations réelles environnementales. Donc il y a toujours ce problème de suivi et d'études. Finalement, les seules études qui sont faites et enquêtes sont faites par des acteurs de terrain, comme l'Association française de l'agriculture biologique qui a fait une étude auprès de ses membres, mais c'est pas une étude qui est faite en général et sur tous les domaines d'activité. Après, sur les effets, le potentiel transformatif, on a en fait évoqué le fait que pour que ça soit réellement transformatif, il fallait que le contenu et les modalités en fait, de ces contrats
soit davantage publicisé, c'est-à-dire qu'on puisse y avoir accès pour éventuellement faire jouer et peser sur le fait qu'il soit réellement mis en œuvre, que ces obligations réelles soient réellement mises en œuvre comme elles sont prévues de mise en œuvre, donc il puisse y avoir quelque part un suivi au niveau d'un territoire par exemple, ou par des associations, des habitants, etc., que ça puisse engager davantage et qu'on puisse aller éventuellement sur... je dois l'avoir écrit quelque part, qu'on est plutôt dans ces cas-là, ça serait quelqu'un qui irait vers la mise en œuvre de la responsabilité délictuelle, c'est comme ça qu'on a dit, c'est-à-dire un tiers, des tiers pourraient, se sentant lésés par le fait que l'obligation réelle n'est pas mise en œuvre, pourraient intervenir. On a dit aussi que le potentiel transformatif, il était lié donc à toutes ces histoires de tiers, mais aussi surtout à la durée de l'obligation réelle environnementale, même si, puisque c'est nouveau, et Gilles Martin défend cette idée, il faut laisser la possibilité de pouvoir expérimenter l'ORE avant d'une durée plus longue. Donc, et c'est vrai que plus on veut un potentiel transformatif, plus il faut aller vers des durées longues. Ensuite, on s'est posé la question, en fait, on a réfléchi sur le fait que, est-ce que les obligations réelles environnementales étaient une manière de faire un pas de côté, voire de déconstruire, on a parlé de la logique de hacking, du droit de propriété. Effectivement, ça vient aussi de propriétaires qui souhaitent, qui sont volontaires pour démembrer, entre guillemets, le droit de propriété unique et qui souhaitent pouvoir préserver des pratiques ou préserver des usages sur un type de bien. Et que donc ça, c'est un potentiel transformatif par le bas, ascendant, partant des propriétaires, et que donc il ne faut pas le négliger, même si ce n'est pas la panacée et que ça ne permet pas forcément de mettre en place la politique environnementale qu'on souhaiterait dans l'idéal. Ça, on en a parlé. On a parlé aussi que c'était un dispositif qui reposait sur la confiance faite aux acteurs. Et ça aussi, c'est un potentiel transformatif, puisqu'en fait, à chaque fois, on se crispe sur oui, mais ça peut être détourné, oui, mais ça peut être mal utilisé, oui, mais comment on contrôle? Mais en fait, quelque part, peut-être on doit plus se focaliser sur comment on fait pour que ce dispositif laisse sa pleine et entière confiance aux acteurs d'un territoire pour construire. On a vu qu'il y avait une diversité très forte de constructions juridiques possibles, y compris avec les collectivités locales qui peuvent être co-organisateurs sur le modèle des CCAS, donc d'un partenariat ou d'une coopération sur un territoire. Ça nous a amené à nous poser des questions en termes de comment on fait pour que les obligations réelles environnementales peuvent-ils être un outil qui favorise l'émergence d'un collectif et qui favorise l'émergence d'une dynamique de construction d'une dynamique sociale qui pourrait se rapprocher d'une dynamique de commun. On a vu que sur certains territoires, la réunion de propriétaires autour d'un objectif et le fait qu'il y ait finalement une obligation réelle individuelle pour chacun, mais négociée collectivement sur un territoire peut être une piste pour faire apparaître une sorte d'intérêt commun. Mais en même temps, on s'est posé aussi la question de la place des non-humains dans ces dispositifs, puisque on est resté sur l'idée que, on a évoqué l'idée que même si on restait sur le champ de l'environnement et de la protection de la biodiversité, il fallait privilégier l'approche, pour nous, il fallait privilégier l'approche complexe et systémique, et que on parle de milieu plus que on parle d'un ensemble, d'un collectif, et non pas d'une communauté seulement d'humains, un collectif qui comprend aussi des non-humains sur le territoire. Et comment on fait? Donc là, on bute sur effectivement la particularité,
possibilité dans le droit français de la participation des non-humains. On s'est dit aussi qu'en fait, c'était peut-être une manière de construire les obligations réelles et de voir comment les participants se comportaient et se considéraient vis-à-vis de la relation à leur environnement, même si le terme là du coup n'a plus le même sens. Voilà, donc on a exploré un peu tout ce qui, enfin pas tout, mais on s'est dit que en fait il y avait des pistes. Alors on a sorti d'autres outils aussi qui pouvaient être complémentaires. On s'est dit que par exemple pour tout ce qui était le fait qu'on évite les dérives vers des utilisations qui n'étaient pas vraiment transformatives, on pouvait imaginer coupler les obligations réelles environnementales avec un système participatif de garantie. Voilà, donc ça serait une piste. On a parlé, parce que Terre de Liens l'utilise, de coupler les obligations réelles environnementales avec les bails ruraux, avec clauses environnementales. On a parlé des chartes environnementales territoriales, on a parlé du pacte pastoral qui a été mis en place dans les Cévennes. On a parlé on a aussi discuté des clauses de revoyure dans les contrats, qu'est-ce qu'on pouvait mettre dedans, et à quoi ça servait, quelles étaient les limites, etc. Et puis, donc le rôle des collectivités aussi, beaucoup, voir comment elles pouvaient, des collectivités locales, voir comment c'était un outil qui pouvait être un outil qui les aide à concevoir et mettre en place une politique environnementale. Et on a évoqué le fait que les agences de l'eau se saisissent de ce dispositif pour mettre en place la politique publique environnementale qu'elles doivent faire autour de l'eau. Il a été aussi question que, à distance, même si ça n'a pas été évoqué, mais ça a été noté à distance, de voir qu'il pouvait y avoir des dérives aussi. Il ne fallait pas que dans d'autres pays où il n'y avait pas un droit de propriété identique au nôtre, ça ne soit pas un outil qui soit déplacé, qui soit utilisé pour organiser l'appropriation privative des terres. Je ne sais pas si c'est ce qui était... C'était à peu près ça l'idée. Ouais. Parce que là, je le vois écrit, mais comme ça n'a pas été écrit, dit à l'oral, c'est plus compliqué à retranscrire. Et puis, voilà, je crois qu'on a, sauf si j'ai oublié quelque chose et que vous voulez, ceux qui sont dans la salle, compléter, je crois que c'est à peu près tout ce qu'on a. C'est déjà bien. Donc, bien sûr, rechercher les complémentarités entre les outils et pas. Oui, on a évoqué aussi l'outil de l'établissement public de coopération environnementale qui existe dans la loi et qui finalement est peut-être pas assez mobilisé en complément des obligations réelles environnementales. Peut-être ça serait une piste pour qu'il y ait un concernement territorial par rapport aux obligations à l'intérieur de ce qui est dit dans les contrats. Et puis, non, je crois que c'est à peu près tout, sauf s'il y en a qui voient des choses que j'ai oublié de reprendre. Voilà, bon, alors on est arrivé, oui c'est ça, on a évoqué le cas aussi quelque chose qui est intéressant, enfin qu'on a évoqué, c'est, ok, il y a la protection de l'environnement et on imagine souvent les obligations réelles environnementales appliquées à un étang, une forêt, une propriété agricole cultivée en agriculture biologique, etc. Et quid en fait d'autres types de biens, de propriétés. Et on a confirmé le fait que, y compris sur un bâti, si par exemple, Gilles a évoqué le cas de murs végétalisés, on a parlé de cas de culture sur les toits d'immeubles, de la présence d'espèces protégées à l'intérieur d'un bâti, comme les chauves-souris, etc., etc. Eh bien, en fait, il y avait possibilité d'envisager la mise en place d'obligations réelles environnementales, y compris sur du bâti. Donc ça peut être une piste intéressante pour avoir une piste d'action transformative sur des usages, y compris dans les espaces urbains.
et pas uniquement dans des espaces qui peuvent être considérés comme ruraux, parce que c'est là où pour l'instant il y a le plus de mise en place d'obligations réelles environnementales. Donc oui, c'est possible dans un univers, dans un espace urbain. On a bien évoqué aussi le fait que les obligations réelles environnementales peuvent être un outil pour renouer avec le vivant dans son ensemble, c'est-à-dire changer de posture aussi par rapport au vivant. Voilà, et donc on en est arrivé à un moment donné à parler des traboules à Lyon, et de savoir si c'était un outil qui permettait de protéger l'usage commun, par exemple des traboules qui sont qui appartiennent aux propriétaires des différents immeubles normalement, mais en fait il y a un usage du passage par les traboules, voilà. Or actuellement il y a une tendance à fermer ces passages, donc là on est sur des logiques d'usage. Et ça nous a amené à dire, en fait, c'est le sujet de ce matin, comment on élargit au-delà. On a vu qu'on avait des pistes d'élargissement déjà, y compris sur l'interprétation du côté environnemental et protection de la biodiversité. Et la question qu'on se pose ce matin, c'est comment on peut élargir ou inventer un nouveau dispositif de droit qui, cette fois, soit sur l'intérêt commun. Le cas que soulevaient les traboules, c'est est-ce qu'on peut avoir quelque chose qui est de la logique de l'intérêt commun. Voilà, donc je vais repasser la parole à Gilles, sauf si d'abord je vais passer la parole s'il y a quelqu'un dans la salle qui veut compléter ce rapide compte-rendu d'hier remise dans le bain. C'est bon? Ok pour tout le monde. Donc je vais passer la parole à Gilles Martin qui va nous parler de où avec Judith Rochefeld et vous en êtes de la réflexion sur les obligations réelles d'intérêt commun. C'est ça qu'il faut que je fasse avec le micro? Ouais. Bon. Okay. Bien, merci. Donc bonjour à nouveau. Alors je vais peut-être commencer par une bonne nouvelle, c'est que je vais être beaucoup plus bref sur le RIC que sur l'ORE ce matin, parce que là nous évoquons quelque chose qui n'est pas du tout inscrit dans le droit positif, mais qui est issu d'une réflexion collective. C'est une proposition qui est issue d'un groupe de recherche. Groupe de recherche qui porte sur l'échelle de communalité, qui est dirigé par Judith Rochefeld et qui a regroupé pendant 2 ans une douzaine, quinzaine, selon les moments, d'universitaires qui se sont retrouvés pour travailler une journée, une fois par mois, pendant 2 ans, et qui ont abouti à la rédaction d'un gros rapport, puisqu'il fait 600 pages et quelques, qui a été commandé et financé par la mission Droit et Justice, qui est un GIP, rattaché au ministère de la Justice. Et ce rapport a été une première fois remis au GIP Droit-Justice, mais il a été terminé un peu dans la bousculade, et Judith Rochefeld a fait un boulot extraordinaire, mais il a été remis un peu dans la bousculade, et le GIP Droit-Justice, avant de le publier, a demandé à ce qu'on le remette dans une forme plus académique que celle qui a été présentée. Alors, j'en reste là pour ne pas donner l'appréciation que je porte sur ce jugement. La présentation plus académique, vous voyez ce que ça veut dire, c'est que on va reprendre des titres, une phrase d'introduction ici, enfin bon, bref. Mais cela dit, c'est un travail compliqué. Judith Rochefeld a craqué et a dit non, moi là je ne reprends plus rien du tout. Ou ils le prennent comme il est, ou bien ils ne le reprennent pas. Et donc nous avons été 2 dans le groupe, Marie Cornu et moi, à
décidé de reprendre mais vraiment l'écriture formelle, la présentation de ce rapport. Ça dit, c'est un boulot, comme toujours, quand on se met à travailler ce genre de détails, c'est du couper-coller, du petit travail, reprendre telle note, etc. Bon, sur 600 pages. Donc bref, ce rapport sera remis fin mars, au plus tard 15 avril, et devrait être publié dans la foulée sur le site de la mission Droit et Justice. Et donc, évidemment, vous y trouverez bien plus de choses que ce dont nous allons parler ce matin, qui est juste un petit élément du rapport. Alors, l'objectif de ce groupe de recherche, c'est donc de proposer des réformes pour intégrer les biens communs en droit. Une de ces propositions, eh bien, c'était de partir de l'ORE existante pour généraliser l'obligation réelle. Donc, on est toujours sur le même schéma d'obligation rattaché non pas à une personne mais à une chose, à un terrain, à un bâti, à quelque chose d'immeuble. Donc, généraliser cette obligation réelle environnementale pour permettre la défense d'autres intérêts communs que l'intérêt environnemental. Et c'est pour ça que ça se baptiserait l'ORIC, obligation réelle d'intérêt commun, qui intégrerait l'ORE. Évidemment, l'idée de la réforme, c'est que l'ORE disparaît en tant que tel pour être absorbé dans l'ORIC. Et pour faire cela, il faut créer un nouveau titre, mais ça c'est pas très important, dans un des livres du Code civil, et créer un nouvel article qui serait l'article 2031 dans le Code civil, mais je suppose que vous pouvez vous passer de retenir le numéro. Donc, voilà le projet, voilà la proposition. Alors, je vais me contenter ce matin, simplement, de vous exposer le texte tel que nous l'avons proposé, de manière à ce que nous puissions ensuite en discuter. Il y a 4 alinéas, il y aura 4 slides, et ensuite nous pourrons ouvrir la discussion. Alors, le premier alinéa, c'est celui qui pose le principe et qui reprend exactement les formules de l'ORE, exactement dans les mêmes termes juridiques que l'ORE, mais qui l'élargit. Les propriétaires de biens immobiliers, donc vous voyez qu'on part du même point de vue, il s'agit d'une obligation mise à leur propre charge par des propriétaires de biens fonciers. Les propriétaires de biens immobiliers peuvent conclure un contrat avec, voilà le co-contractant, ce sont les mêmes, une collectivité publique, un établissement public, et là, petit premier changement, une personne morale de droit privé à but non lucratif. Voilà le petit ajout en gras, à but non lucratif, pour éviter le problème que nous avons rencontré à propos de l'ORE, la personne morale de droit privé agissant pour la protection de l'environnement, dans lequel on s'est retrouvé avec Eiffage et Réseau Ferré de France. Donc là, il s'agit de bien viser des personnes morales de droit privé à but non lucratif, c'est-à-dire associations, fondations, etc. On le dit expressément puisqu'on a cette expérience. Donc ils peuvent conclure un contrat avec ces personnes en vue de faire naître à leur charge, à leur propre charge, en tant que propriétaire, ainsi qu'à la charge des propriétaires ultérieurs du bien. Ça, c'est toujours la même idée que cette obligation, elle est rattachée au bien lui-même et pas à la personne, donc elle se transmet pendant toute la durée du contrat aux propriétaires successifs, aux héritiers, aux vendeurs. Là, nous sommes toujours dans le schéma de l'ORE. Donc, en vue de faire naître à leur charge ou à celle des propriétaires ultérieurs les obligations réelles que bon leur semble, c'est la même formule que celle qui existe pour l'ORE, c'est-à-dire qu'on veut laisser la liberté de création et la liberté d'imagination à ceux qui mettront en place ces ORIC. Ils définiront le contenu des obligations sans qu'on les leur dicte préalablement. Là, c'est la confiance aux acteurs dont tu parlais à l'instant. Dès lors que, et voilà, là ça change, de telles obligations
ont pour finalité la protection d'un intérêt commun, et voilà la définition, qui peut être environnemental, c'est l'ORE, culturel, social ou scientifique. Voilà l'ouverture qui est faite par rapport à l'ORE. L'ORE, c'était uniquement un intérêt environnemental. Ici, on ajoute culturel, social ou scientifique. Donc c'est exactement la transposition de l'ORE, mais avec exactement les mêmes parties, sauf cette précision ici, qu'il s'agit de parties à but non lucratif, élargies à d'autres intérêts que l'environnement, à la culture, au social, au scientifique. Alors, évidemment, pour arriver là, on a quand même discuté longtemps. Est-ce qu'il fallait ajouter des choses? Est-ce qu'il fallait encore une définition plus générale, laisser l'intérêt commun totalement ouvert? Il y a eu par exemple des discussions, est-ce qu'il faut entrer le cultuel à côté du culturel? Le groupe de recherche a choisi cette formulation que je vous donne. Voilà pour le principe. Donc, encore une fois, tout ce que j'ai dit hier sur l'ORE s'applique ici. C'est simplement cette ouverture des intérêts qui doit être relevée et cette précision sur les personnes morales de droit privé. Vous m'arrêtez hein, si vous avez des questions. Vous pouvez me dire qui y avait dans le groupe, s'il vous plaît? Alors, et si c'était à la demande d'une autorité publique? non, pas du tout. C'est spontanément un groupe qui s'est créé d'universitaires qui se connaissent, parce qu'ils travaillent sur les mêmes questions depuis un certain temps. Alors, il y avait Judith Rochefeld, Marie Cornu, Thomas Pérou, Aude Epstein, moi, je ne vais pas m'oublier en passant, Marie-Alice Charbot, je ne sais plus, bon, peu importe, enfin bref, des universitaires qui se sont regroupés parce qu'ils travaillaient tous, alors certains, il y avait Séverine Dussolier, il y avait Marie-Pierre Camproux, Véronique Jaworski, voilà, j'en oublie hein, dans la liste, mais c'est des gens qui travaillaient, alors par exemple Marie-Pierre Camproux travaille sur l'environnement, Véronique Jaworski travaille sur le droit pénal de l'environnement, elle a fait des choses sur la protection pénale des biens d'environnement. Moi j'avais un peu travaillé sur le RE, comme vous l'avez compris, donc j'y aidé aussi pour ça. Judith Rochefeld, évidemment, les biens communs. Thomas Pérou, les biens publics. Aude Epstein, qui est maître de conférence, mais qui a été ma doctorante, une de mes dernières doctorantes, qui travaillait sur l'information environnementale. Il y avait des gens qui travaillaient sur les biens culturels, évidemment, Marie Cornu notamment. Il y a Noé Wagner aussi. Bon, voilà. Je ne sais pas, enfin, ça répond à votre... Mais évidemment, la liste des... Oui. Est-ce que vous pouvez préciser ce qui est entendu par intérêt commun? Et notamment, pourquoi vous l'avez préféré à intérêt collectif? Oula. Intérêt général comme dans le fiscalité. Oui. Alors, pour aller très vite, hein, parce que c'est un peu toute la première partie. Oui. Il faudrait peut-être juste reformuler les questions pour que les personnes puissent entendre. Ah, pardon. Sinon, question de la salle. Pourquoi avoir préféré intérêt commun à intérêt général ou intérêt collectif? Alors, la réponse ne va pas vous satisfaire parce qu'elle est très, très caricaturale et très réductrice de ce qui s'est dit, de ce qui s'est fait, parce que toute la première partie du rapport parle de la question de commun, bien commun, intérêt commun, etc. Donc, ce que je vais dire là est très, très, très réducteur, mais en gros,
c'est que parlant des communs ou des biens communs, et le choix a été fait de parler des biens communs, parlant des biens communs, il nous est apparu qu'il fallait qu'on reste dans cette logique des communs et qu'on ne passe pas à d'autres concepts qui ont des portées un peu différentes, et notamment l'intérêt général, qui est tellement, comment dirais-je, un concept valise et fourre-tout en droit français, qu'on peut y mettre vraiment trop de choses, j'allais dire, par rapport à ce qui était notre objectif. J'allais dire que peut-être au contraire intérêt collectif paraissait un peu réducteur au contraire, et que intérêt commun nous a paru à la fois collé avec la démarche qui était la démarche sur les biens communs et avec notre volonté de trouver quelque chose qui se situe justement entre l'intérêt collectif et l'intérêt général. Enfin bon, encore une fois, c'est très réducteur ce que je vous dis là, mais voilà en gros la démarche. Oui. Mais le groupe a essayé de définir cette notion d'intérêt commun, parce que je vois un peu la jurisprudence déferlante sur cette notion d'intérêt commun. Et est-ce qu'on peut y mettre tellement de choses? Oui, bien sûr. Oui, Alors la question c'est, est-ce que le groupe a essayé de définir plus précisément l'intérêt commun? Oui. Encore une fois, toute la première partie du rapport est consacrée à ces questions d'intérêt, bien, collectif, général, commun, voilà. Donc c'est la première démarche. Ensuite, enfin je ne sais pas si Judith Rochefeld est en ligne, elle pourra apporter les précisions. Ah oui, non, à la cour, je crois. Soutenance de thèse. Ah, ou soutenance de thèse. Donc voilà, il y a eu cette réflexion, et j'allais dire, cette réflexion, elle a rebondi dans la deuxième partie du rapport, au moment où on étudie un certain nombre de qualifications, comme patrimoine commun, chose commune, etc. Voilà. Donc, on était dans cette logique des communs, et donc on y est resté, mais je comprends tout à fait que ça puisse susciter des interrogations. Alors, pour l'alinéa premier, vous avez donc bien compris, oui, pardon, allez-y. Non, finissez, j'ai une question. Oui, non, mais je disais, vous avez compris que c'était le schéma. Si vous voulez bien, sinon, comme il y a des gens qui sont en ligne, on va dérouler la présentation de Gilles, on garde nos questions et on les pose à la fin. Comme ça, on pourra réouvrir le micro au centre et tout le monde nous entend. Ça nous évitera de faire des... Et comme ça, ça va peut-être plus évident. D'accord. C'est comme vous voulez. Alors, deuxième alinéa, il porte sur la durée des obligations. Excusez-moi, c'est un peu petit, mais il fallait que je mette tout l'alinéa quand même. Donc là, il s'agit, ça confirme un peu ce que nous avons dit hier, que la durée, c'est une préoccupation, effectivement, qui est apparue aussi dans ce groupe de recherche. Et donc, qui dit ceci: la durée des obligations, les engagements réciproques et les possibilités de révision et de résiliation doivent figurer dans le contrat. Ça, c'est une reprise exacte de ce que dit la loi à propos des ORE. La loi dit que le contrat ne peut comporter des tas de choses, mais en tout cas, il doit obligatoirement comporter des clauses sur la durée, le contenu des engagements réciproques et les possibilités de révision et de résiliation. Les obligations peuvent être prévues pour durer aussi longtemps que le requiert la réalisation de la finalité poursuivie. Je reprends cette deuxième phrase, parce qu'elle est très importante, et elle diffère de ce qui est prévu pour l'ORE. Les obligations peuvent être prévues pour durer aussi longtemps que le requiert la réalisation de la finalité poursuivie. En gros, ça veut dire qu'on prévoit ici la possibilité d'obligations réelles d'intérêt commun à durée indéterminée,
ou plus exactement à durée déterminée par la seule référence à la finalité poursuivie. Finalité culturelle, scientifique, environnementale ou sociale. Donc ici, on s'est posé la question de savoir si on ne pouvait pas trouver une façon d'éviter ce blocage dans le temps à 99 ans qui nous est imposé par le droit français en principe, pour les droits réels, hein, pour les droits qu'on accroche à un immeuble. Et donc on a essayé de proposer quelque chose qui soit à la fois déterminé quand même, on ne peut pas dire obligation indéterminée, qui soit déterminé, mais qui ne soit pas déterminé par une durée de temps, mais par l'objectif qui est poursuivi. Si on vise un but culturel, social, environnemental, eh bien que l'obligation réelle puisse durer aussi longtemps que ce but le nécessite, que cet objectif le nécessite. Le texte poursuit. Alors, tout ça, c'est nouveau. En cas de changement de circonstances non prévues au contrat. C'est ce que je disais hier pour l'ORE, hein, les changements. Rendant l'exécution des obligations excessivement onéreuse ou la poursuite de la finalité impossible ou très difficile, toute partie au contrat peut saisir le juge afin d'adapter les obligations dans la mesure nécessaire à la réduction de leur onérosité ou à la poursuite de la finalité. À partir du moment où on prévoit qu'une obligation va durer très longtemps, aussi longtemps qu'il est nécessaire pour atteindre l'objectif poursuivi, la finalité culturelle, sociale, environnementale, eh bien, il faut obligatoirement prévoir un mécanisme d'adaptation du contrat aux évolutions des circonstances. Et ces évolutions peuvent être, hier on évoquait à propos de l'ORE, les évolutions, le changement climatique, etc. Mais là, évidemment, c'est beaucoup plus global. Il peut s'agir d'évolutions de type économique. Le modèle économique sur lequel a reposé le contrat de départ ne tient plus. Il explose. Il y a un des deux contractants qui est en train de se ruiner à mettre en œuvre ses obligations. L'objet, c'est pas de dire ben, on s'en fiche, vous avez signé, vous vous ruinez, vous disparaissez, vous êtes liquidé, et puis c'est comme ça. L'objet est de dire on va permettre une adaptation du contrat aux circonstances. Alors évidemment c'est compliqué, c'est prendre certains risques aussi, mais c'est pas nouveau en droit, ça existe. Ça existe notamment dans des contrats d'affaires. Quand vous avez une grande société qui signe des contrats d'affaires, vraiment de business pur et simple, sur des durées très longues, eh bien, ils insèrent dans les contrats des clauses de révision, des clauses d'adaptation, des clauses dites de hardship, qui sont des clauses par lesquelles on dit, eh bien, si ça devient insupportable économiquement pour l'une des parties, on se retrouvera, soit on trouve un accord pour adapter les obligations, soit on ne trouve pas cet accord, et alors on se reconnaît le droit de saisir le juge qui adaptera lui-même le contrat. Donc c'est pas quelque chose qui est inconnu en droit, mais et que nous avons voulu transposer ici. Alors, on ajoute à cette phrase, c'est très important, le contrat ne peut interdire ou limiter cette faculté d'intervention du juge. Le contrat ne peut pas prévoir, vous voyez là on limite un peu la liberté contractuelle, vous ne pouvez pas dire je fais un contrat pour une durée très 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 longue, mais j'interdis au juge d'intervenir, quelles que soient les circonstances. Non, ce n'était pas possible. À moins, et voilà hier ce qui était évoqué, le recours, à moins
que la mission d'adaptation définie à l'alinéa précédent ne soit confiée par clause expresse à un comité ad hoc. Le contrat définit alors la composition, les pouvoirs et l'organisation de ce comité. Donc, en gros, on peut faire des contrats de très 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 longue durée, quasi indéterminés, en tout cas seulement déterminés par la finalité poursuivie. 2. Puisque ce sont des contrats qui vont s'étaler dans le temps, il faut prévoir évidemment des possibilités d'adaptation. 3. Cette adaptation, elle est entre les mains du juge. 4. À moins que les parties aient décidé que ce ne serait pas le juge, mais un comité ad hoc de suivi qui serait chargé de cette adaptation. Sous-entendu, si ce comité ad hoc n'arrive pas à trouver la solution qui permet on revient à la case juge. Hein? Voilà, j'espère que c'est à peu près clair, oui. Tu reformules. Je suis désolé. Non, mais je peux le reformuler. Non, mais je reformule. Je vais le reformuler. Là, vous limitez par le fait que ça devienne très onéreux. Mais dans l'autre sens, si les choses fonctionnent très très bien et que au bout du compte, la charge pour assumer l'obligation réelle diminue, est-ce qu'on rentre dans le même processus ou au bout du compte, c'est gagnant pour... Ouais. Alors, la question était, on limite la possibilité d'adaptation à l'hypothèse dans laquelle la charge devient trop onéreuse. Est-ce que c'est la même chose si c'est le contraire qui se produit, à savoir si l'exécution de l'obligation rapporte, j'allais dire, davantage à l'une des parties que ce qui était prévu? Alors non, on n'a pas prévu cette hypothèse, et elle n'est pas prévue dans le texte qui est proposé, pour 2 raisons. La première raison, c'est que dans un contrat avec des obligations des 2 côtés, il est très rare, il est même il est difficile d'imaginer que l'un va s'enrichir considérablement par l'exécution du contrat sans que l'autre s'appauvrisse à peu près dans les mêmes proportions. Il y a un problème de vase communicant. S'il y en a un qui s'enrichit énormément, on ne voit pas comment ça pourrait se faire sans que ce soit au détriment de l'autre. Mais bon, on peut toujours imaginer que ça... Et sinon, si toutefois ça se produisait, eh bien, c'est tant mieux pour celui ou ceux, dans l'hypothèse là, ce serait ceux qui ont fait le bon pari. Ça voudrait dire que les 2 profitent formidablement des obligations qu'ils ont mises en œuvre, et alors tant mieux, c'est la carotte qui fonctionnerait. Donc, en tout cas, vous avez bien compris le schéma. 1, on définit la durée par référence à la finalité. 2, on prévoit donc des possibilités d'adaptation. 3, c'est le juge qui réalise cette adaptation. 4, sauf si on a prévu un comité ad hoc qui le fasse à sa place. Alors, quand j'ai numéroté les alinéas, c'est en fait pour l'instant dans le rapport, le texte il est entièrement en un seul bloc. J'ai découpé, mais je ne suis pas sûr que le découpage soit exactement celui-là. Peu importe. Troisième proposition, la fiscalité incitative, établie en la forme authentique. Donc ça, on conserve l'idée qu'il ne peut pas s'agir de contrat sous seing privé, il ne peut pas s'agir de contrat écrit en direct par les parties sur un coin de table, ni même par un avocat, etc. Ça doit être un acte authentique, notaire ou officier public. Le contrat faisant naître l'obligation réelle n'est pas passible de droit d'enregistrement, donc il n'est pas soumis au droit d'enregistrement, et il ne donne pas lieu à la perception de la taxe de publicité foncière prévue aux articles du Code général des impôts. Bon, c'est vraiment le minimum minimorum, c'est que le groupe n'avait pas en son sein de fiscalistes pointus,
Et donc, le groupe n'est pas allé plus loin dans la recherche d'une fiscalité incitative. Il veut simplement envoyer le message qu'il faut une fiscalité incitative. Il a proposé ce qui était le plus simple et qui était le plus facilement disponible par des esprits non fiscalistes, mais le groupe est conscient que ce n'est pas suffisant. Encore une fois, resituer, on n'a pas travaillé 2 ans sur ce texte, ça c'est au maximum 2 séances de séminaire sur l'ensemble des séances sur 2 ans, donc on n'a pas non plus eu le temps de creuser tous les aspects à égalité. Dernier point, c'est les rapports avec le preneur à bail rural et plus généralement avec les tiers en cas d'ORIC environnemental, c'est-à-dire en fait en cas d'ORE. C'est ici la reprise des dispositions dont je vous ai parlé hier, donc là il n'y a rien de nouveau dans l'ORIC, c'est que lorsqu'il s'agit d'une ORIC environnementale, donc d'une ORE, évidemment, on se pose, comme on se l'était posé pour l'ORE, la question du bail rural possible ou des tiers. Et donc, on a repris ici ce qui existe déjà dans la loi à propos de l'ORE. Le propriétaire qui a consenti un bail rural sur son fonds ne peut, à peine de nullité absolue, là il y a une petite différence, c'est qu'on a prévu la nullité absolue, alors que la loi pour l'ORE actuellement parle de nullité sans dire si c'est une nullité absolue ou relative. Si ça vous intéresse, je pourrais vous expliquer la différence entre nullité relative et nullité absolue, mais ce n'est pas le fond du débat à mon avis. Donc le propriétaire qui a consenti un bail rural sur son fonds ne peut, à peine de nullité absolue, mettre en œuvre une ORIC environnementale qu'avec l'accord préalable du preneur et sous réserve des droits des tiers. L'absence de réponse à une demande d'accord dans le délai de 2 mois à votre acceptation, c'est ce que je vous ai expliqué hier. Tout refus doit être motivé. C'est l'idée, là encore, que le preneur à bail ne peut pas s'opposer sans motif, qu'il doit exposer, et ce motif sera soumis à l'appréciation d'un juge éventuellement si il est considéré comme abusif. Voilà la proposition qui est faite. Donc maintenant, je me tiens à votre disposition évidemment pour répondre à des questions. Comme vous voyez, le schéma est vraiment exactement celui de l'ORE, mais élargi, transposé à d'autres intérêts que l'environnement. Et évidemment, l'ORE est absorbé par l'ORIC. Alors, ce projet, c'est le projet d'un groupe de recherche soumis dans un rapport remis à la mission et droit et justice. Cette mission et droit et justice, elle va publier, elle va ensuite valoriser par différentes diffusions, différents colloques, séminaires, etc. Un jour, peut-être, un parlementaire reprendra cette idée, en fera une proposition de loi, ou le gouvernement l'introduira dans une proposition de loi. Je ne suis pas sûr, pour tout vous dire, que de mon vivant, je verrai aboutir l'ORIC, si j'en juge par le trajet qu'il a fallu à l'ORE. Je vous rappelle, première évocation en 1997, vote en 2016, mon premier rapport 2004, vote en 2016. Donc voilà, là c'est on est au tout début du début de la proposition de réforme. Voilà. On a ouvert donc le micro plus large, mais il faut vous rapprocher pour poser. Correct, il faut aller vers le micro pour qu'on puisse vraiment entendre. Merci. Théo Germaine, moi j'avais une question. Vous parlez à chaque fois de finalité au singulier. Est-ce que ce serait possible d'envisager de coupler les finalités? Et du coup, parce que ça peut être culturel plus environnemental, ou alors, et donc avoir plusieurs, parce que les parties peuvent changer,
en fonction des finalités, j'imagine. Ça peut être une collectivité publique pour telle ou telle finalité, et du coup, on peut envisager plusieurs co-contractants avec un même propriétaire, mais avec à chaque fois des finalités différentes, où il faudrait des contrats différents à chaque fois, au risque de perdre un peu la globalité. Enfin, je ne sais pas si c'est clair. Oui, je comprends très bien votre question. Alors, sur le principe, il n'y aurait pas d'objection de principe à faire une ORIC multipartite avec d'un côté un propriétaire et de l'autre côté une association artistique, une association environnementale, un établissement public social, etc. En pratique, mais là, si j'étais avocat et qu'on me demande mon conseil, etc., je dirais, franchement, je vous conseille de tronçonner les choses et de faire plusieurs contrats avec ce propriétaire et les différents partenaires. Parce qu'il y a bien des chances que si on met tout dans le même seau, les choses ne vont pas évoluer de la même façon pour chaque intérêt. L'intérêt environnemental, l'intérêt culturel, ça ne va pas évoluer de la même façon. Donc on introduit des éléments de complexité, donc de conflit, donc des difficultés que je ne recommanderais pas. Voilà, donc ma réponse est, c'est pas impossible en principe, à mon sens, c'est pas recommandé. Mais alors là, les réponses que je vous fais, je les fais en tant que Gilles Martin et pas du tout au nom du groupe, évidemment, de recherche qui... Oui, Olivier Ramoul. Alors, tout à l'heure, vous aviez dit au début, on nous demande de refaire ce rapport parce qu'il n'est pas assez académique. En fait, oui, c'est vrai qu'on peut avoir un sens de ce terme académique. Mais je dirais que ce qui est important, c'est d'avoir le même langage que ceux qui vont adopter, en fait, cette norme. Et il y a, dans la rédaction, en fait, de ce texte, plusieurs choses qui m'interpellent. Déjà, on en a parlé un peu, c'est déjà la notion d'intérêt commun. Car cette notion d'intérêt commun, je dirais que est-elle véritablement connue en droit? Bien sûr qu'on la connaît en bien commun, etc., mais dans le droit positif et de façon jurisprudentielle, ou ne va-t-elle, si elle est connue, ne va-t-elle pas être déformée et ne pas servir nos intérêts? Vous parliez tout à l'heure également de l'impossibilité d'exécuter parce que c'était trop onéreuse, etc. Et là, dans ces cas-là, on pouvait saisir le juge pour adapter le contrat. Ça également, c'est une notion, en tant que juriste technicien, que je ne connais pas, en fait. Si on me parle d'enrichissement sans cause, ça y est. D'objet sans contrat, un contrat sans cause, avec un objet qui n'est pas déterminé. Là, ça y est, je rentre dans un système qui fait que je vais comprendre. En tout cas, en tant que technicien, je ne dis pas entre nous, mais voilà, et le législateur, lui, va comprendre ça. Le fait également de dire dans ce rapport qu'il est impossible de recourir au juge. En fait, on ne peut pas interdire à quelqu'un de recourir au juge. C'est un droit fondamental. En revanche, on peut prévoir, puisque nous sommes dans une liberté contractuelle, dans le rapport contractuel, on peut prévoir que, avant de saisir le juge, ou au lieu de saisir le juge, on va saisir un tiers arbitre, d'où la clause compromissoire. Et dans ces cas-là, les parties, un tiers va prendre une décision. En fait, c'est un juge privé, on le dit, mais en droit international, c'est ce qui fait de façon courante. Et donc, et là, bon, la clause compromissoire. Et donc, ce travail extraordinaire et que je salue vraiment, sincèrement, dans la rédaction du texte, puisque je souhaite véritablement que ce texte soit adopté et qu'il ne reste pas dans un tiroir comme celui que vous avez fait pour
pour l'ORE, de donner toutes les chances sont faites à ce texte pour qu'il puisse être compris de législateurs qui n'ont pas forcément les mêmes intérêts que nous, mais au moins qui, on ne le dérange pas trop quelque part. On le met dans des cases. Voilà. Ok, alors, je peux essayer de répondre. D'abord, je reprendrai ce qui était l'objectif du groupe de recherche, à savoir proposer des réformes pour intégrer les biens communs, et donc, on va dire, les communs et l'intérêt commun en droit. Donc, ça part bien du constat que aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas, suffisamment, mais qu'il faut que les propositions qui émanent de ce groupe contribuent à faire entrer ces nouveaux concepts dans le droit, y compris peut-être un peu avec un chausse-pied, mais en ne se contentant pas de faire référence aux seuls concepts ou catégories connues et utilisées par le droit. Donc, enfin, je ne vous dis pas que cette réponse va vous satisfaire, hein. Je dis ce qui était l'esprit, c'est que on s'est dit on peut essayer de rester dans le cadre du droit existant, mais alors on va avoir beaucoup de mal, et ça c'est pas la proposition la plus audacieuse dans le rapport. Il y a des propositions qui vont bien plus loin, et par exemple sur la définition du patrimoine commun, qui est une tarte à la crème qu'on trouve partout mais utilisée à peu près n'importe comment. Là on donne une définition du patrimoine commun, on dit comment il y a un régime primaire du patrimoine commun, ce régime primaire se décline ensuite selon les patrimoines communs, enfin selon les objets qualifiés de patrimoine commun, selon qu'ils sont culturels, environnemental, etc. Donc je veux dire, l'idée c'était aussi d'être innovant, et donc ça peut répondre à votre objection, mais vous n'utilisez pas le langage que connaît le législateur. J'allais presque dire oui, mais c'est fait exprès. On ne voulait pas rester dans les catégories existantes seules. Bon. Deuxième point, il y a des choses qui évoluent. Alors, je ne veux pas être trop technique, mais par exemple, bon, vous avez parlé de l'enrichissement sans cause. Ben, vous savez qu'on ne peut invoquer l'enrichissement sans cause qu'à titre subsidiaire. Ce n'est pas une notion qui peut être invoquée à titre principal. Donc, voilà pourquoi ça, ce n'est pas une notion qu'on a retenue. Parce que là, on est bien à titre principal, on veut que ce soit directement pour ça, et pas seulement dans le cadre d'un enrichissement sans cause. Le contrat sans cause, alors vous savez que depuis la réforme des droits des obligations, ça n'existe plus. Il n'y a plus de cause dans le droit des contrats. Le contrat sans objet, oui, évidemment, ça continue d'exister. Mais ce qu'on a voulu... alors quand vous dites que vous ne savez pas, ou vous ne voyez pas d'exemple d'adaptation autorisée par le juge, alors ça renvoie à tous les débats. Je vais essayer de répondre sans être trop technicien, hein, mais à tous les débats sur la solidarité contractuelle versus le droit classique des contrats. L'idée que les contrats, ça a été présenté classiquement toujours comme la rencontre entre des intérêts qui sont contradictoires et différents. Et là, l'idée, c'est qu'il y a des contrats dans lesquels les deux contractants visent le même objectif. Et donc, les deux contractants ne vont pas être en opposition, en contradiction, mais en coopération pour atteindre un objectif commun. C'est l'idée de la solidarité contractuelle. Et lorsque, et beaucoup d'auteurs, je pense à Denis Mazot par exemple, ont démontré que ce n'était pas du tout une vue de l'esprit, mais qu'il y avait énormément de contrats dans lesquels
c'était comme ça, et que les contractants n'étaient pas en opposition, mais en coopération. Et notamment, dans ces contrats, et notamment dans les contrats internationaux, et notamment dans les contrats d'affaires, on trouve systématiquement des clauses du type l'adaptation du contrat aux circonstances économiques ou aux circonstances, au changement de circonstances de fait que les parties vont accepter toutes les deux dès le départ. Et l'idée ici, c'est de faire entrer cette idée dans la loi, et pas seulement qu'elle ne soit pas seulement dans des clauses de contrat, mais qu'elle entre dans la loi. Et puis, enfin, pour votre dernière remarque sur le recours au juge qui est interdit, alors je rappelle ce que dit le texte. Le texte dit « le contrat ne peut interdire ou limiter cette faculté », hein, donc c'est bien, on ne peut, d'intervention du juge, à moins que la mission d'adaptation définie à l'alinéa précédent ne soit confiée par clause express à un comité ad hoc. C'est-à-dire que c'est exactement ce que vous avez dit en réalité. Alors c'est peut-être mal formulé, vous avez raison, mais c'est une idée que je retiens. Mais l'idée, c'est que les parties peuvent décider que prioritairement à toute saisine du juge, on saisisse le comité ad hoc, qu'on ne puisse pas saisir un juge tant qu'on n'a pas saisi le comité ad hoc. Mais tout à l'heure, avant votre question, j'ai dit, et évidemment, si le comité ad hoc ne permet pas d'aboutir, eh bien, on revient à la case juge. Donc, vous avez raison, peut-être que la formulation est maladroite, hein, enfin, qu'elle est à reprendre, mais en tout cas, l'idée, c'est bien celle-là, c'est qu'on prévoit la clause dite, donc, clause compromissoire, obligatoire, on est obligé de passer par cette étape-là, et ce n'est qu'en cas d'échec de cette clause compromissoire que l'on pourra retourner au juge, mais sinon il est interdit d'aller directement devant le juge. Enfin, et ça reboucle le tout, je rappelle que ici il s'agit non pas de textes prêts à être votés, il s'agit de mettre sur la table des idées législatives, si je puis dire, dont le législateur va, on l'espère, et vous l'espériez, je l'espère avec vous, va s'emparer un jour, soit des parlementaires, soit un gouvernement, et puis ça va entrer dans la moulinette parlementaire et toutes les observations sur les formules, les formes de rédaction, etc., évidemment, vont intervenir. Pour l'ORE, moi j'ai fait ma proposition de loi avec un exposé des motifs. C'est évidemment pas ce qui est sorti exactement dans l'article L132.3 du Code de l'environnement. Même si c'est très proche, c'est pas exactement ça, parce qu'il y avait des choses auxquelles je n'avais pas pensé, auxquelles des parlementaires ont pensé. Il y avait des choses auxquelles je n'avais pas pensé, auxquelles malheureusement des parlementaires ont pensé. Comme par exemple les obligations réciproques. Bon, alors là, vous voyez que par exemple, mais ça a été un débat aussi, ça n'a pas été touché ce point, les engagements réciproques. On parle des engagements réciproques. Personnellement, je n'étais pas favorable, mais voilà, on était nombreux, et finalement on s'est dit que, enfin, le groupe s'est dit qu'il ne fallait pas tout bousculer. On partait d'un schéma qui était celui de l'ORE. Il fallait rassurer le législateur en disant ça n'est qu'une extension de l'ORE au domaine culturel, parce que l'idée elle est finalement là, et on aurait pu se contenter de faire une phrase disant que le groupe recommande l'extension du dispositif de l'ORE au domaine culturel, social, voilà, on aurait pu s'en tenir à ça. Mais comme l'objectif du rapport, c'est dans chaque chapitre de proposer des rédactions, on a fait le job, on a proposé des rédactions en sachant bien que ce n'est pas la rédaction qui va être retenue. Voilà. Donc ça répond pas tout à fait à vos objections, mais voilà. Oui, mais en fait, l'idée, c'est que, l'idée, si vous voulez,
je fais référence souvent aux licences libres, aux Creative Commons. Oui. En fait, lorsque les licences libres et les Creative Commons sont arrivées en France, toute une partie, en fait, parce que en fait, les militants le mettaient comme étant un bien universel, bon, voilà. Et c'était pas entendu juridiquement. Oui. C'était pas entendu, personne ne l'entendait. Et jusqu'au jour où la doctrine a commencé à dire, mais attendez, les Creative Commons et la licence libre, c'est l'application de notre droit actuel des propriétés littéraires et artistiques. Simplement, c'est que moi, auteur, je décide de rendre disponible mon œuvre. J'ai le droit de le faire. Et c'est à partir de ce moment-là, 5 ans plus tard, que la jurisprudence a admis les Creative Commons et les licences libres. Oui, oui. Et c'est ça que, oui, à chaque fois, vous voyez, vous le savez bien, c'est qu'à chaque fois, en fait, il va y avoir une acceptation, en fait, d'un dispositif, à partir du moment où on arrive à rentrer dans une des cases que le droit nous offre. Alors, évidemment, à avancer, en fait. Oui, oui. Non, mais j'entends bien ce que vous dites. L'équilibre que nous avons essayé de trouver, mais je ne dis pas que nous y sommes parvenus, mais l'équilibre que nous avons essayé de trouver, c'était introduire de l'innovation en droit et ne pas se contenter des cases existantes, avec effectivement, en contrepartie, le risque de ne pas être immédiatement entendu, ou de ne pas être immédiatement compris de ceux qui vont recevoir ça. Mais j'allais dire que, vous voyez, une fois le rapport publié, ce qui est attendu, c'est que le public en général, et vous par exemple, vous écriviez un article ou une note ou un commentaire en disant à propos de ça, l'idée est intéressante, mais il ne fallait pas le formuler comme ça, et je proposerais plutôt de faire référence à ceci ou à cela. Parce que l'idée, ça va être aussi une co-construction de ces propositions, évidemment. C'est pas un travail qui est fini, c'est un travail qui ouvre des voies et qui espère ouvrir des perspectives. Alors, on arrive au bout de ce direct de Sainte-Marthe, donc pour les personnes qui sont à distance, et voilà. Donc, je pense qu'on a bien compris qu'en fait, l'obligation réelle d'intérêt commun est une des propositions dans un rapport qui en contient bien d'autres, et que donc en fait, il faudrait voir comment elle s'inscrit dans l'ensemble des propositions de ce rapport, y compris dans les définitions et les changements de définition qui sont proposés, et qu'il y a une proposition finalement à partir de cet énorme travail qui a été fait par ce groupe de recherche, de poser des bases, d'une invitation effectivement à co-construire, parce qu'en fait il s'agit non pas de changer juste les obligations réelles environnementales en obligations réelles d'intérêt commun, mais plus largement de voir toutes les pistes, enfin vous explorez des pistes de modification des catégories du droit pour que les biens communs aient leur place dans le droit. Donc c'est vraiment beaucoup plus large, et du coup ça donne très très envie d'avoir une présentation de l'intégralité du rapport. Je pense qu'il y en a plein qui sont comme moi dans cette salle. Ça fera peut-être l'objet, on en discutera avec Judith et d'autres, et avec vous, de voir comment on peut avancer là-dessus, et une proposition donc de travail en commun à partir de ça. On va dire au revoir à ceux qui sont à distance avec nous, en espérant que ces deux conférences sur les obligations réelles environnementales et ce matin sur les obligations réelles d'intérêt commun ont éveillé votre intérêt pour ce dispositif juridique. Je laisse la parole à Gilles pour conclure. Oui, c'est juste pour donner une information, merci. C'est simplement pour dire que donc, le rapport sera remis au plus tard le 15 avril. Il va être relu une deuxième fois par la mission droit-justice. Sa publication devrait intervenir fin avril, tout début mai. Il sera disponible librement sur le site du GIP Droit et Justice, où il pourra être consulté dans son intégralité, avec ses annexes, avec la composition du groupe, etc. Et puis ensuite, il devrait être valorisé
notamment par un colloque peut-être, et peut-être par la publication d'un ouvrage qui serait une synthèse, enfin, quelque chose de plus accessible, parce que là, je vous avoue que pour être en train de travailler dessus, les 600 pages, c'est un peu indigeste, par moment, surtout dès qu'on sort de son champ de compétences prioritaires, parce qu'évidemment, tout le monde, j'espère, va y trouver certains intérêts, puisqu'il y a des chapitres entiers sur le patrimoine culturel, il y a des chapitres entiers sur le patrimoine informationnel, il y a des chapitres entiers sur les aspects environnementaux. Donc voilà, bon, je veux dire, c'est vraiment un travail qui a été très ouvert, hein, et encore une fois, bien sûr, qui ne fait que avancer quelques propositions qui demandent maintenant à être discutées plus largement que par cela. Voilà. Voilà, merci beaucoup. Et juste pour ajouter, on voit bien quand même que pour avoir un potentiel transformatif, il faut s'intéresser au droit et aux outils juridiques. Merci aux juristes qui sont présents. À bientôt pour le live.